Les parchemins des anciens avaient prédit leur retour. Qui ça? Les dragons? Non, pas les dragons. Les méchants. Oh! Mais oui, pour les biens du visuel, on va dire les dragons. Le jour où l'Oblivion ouvrit ses portes, ils sont revenus. Belos, Nox, Bill, les antagonistes les plus méchants du monde des méchants très méchants. Mais qui peut les arrêter? Dans leur langue, il est Dovahkiin. Dragonborn. Vous revoilà, enfant de dragon. Comment se déroule votre quête? Ça va très bien, maître Ranger. Bientôt, les dragons ne seront plus une menace. Parfait. Il est maintenant temps que vous progressiez sur la voie secrète qui vous permettra de vaincre les dragons. Mais ça va aller. Excellent, il est... Attendez, quoi? Ça va aller, Bon, déjà, vous pouvez me regarder dans les yeux à la place de regarder cette figurine. Bon, merci, déjà. Donc, comme je disais, je n'aurais pas besoin de plus de pouvoir pour vaincre Alduin. Je pense que c'est bon. Mais enfin, nous parlons de l'incarnation d'un dieu et de la personnification de la destruction. Il serait très irresponsable de confier le sort du monde à quelqu'un de mal préparé. Je dirais pas exactement que je suis mal préparé. En fait, je crois qu'on peut me déterminer comme surpuissant. Plaît-il? Bon, écoutez, déjà, de base, je suis l'archimage de l'Académie de Fort d'Hiver, je suis héros des compagnons, membre des Lames. Les Lames? Vous travaillez avec les Lames? Ces enfoirés de racistes anti-dragons? Je suis aussi Tan de toutes les châtelleries, foudre lame au sein de l'armée des sombrages. Oh, vous aviez pas fini. Champion d'Hermaeus Mora, de Molagbal, maître de la guilde des voleurs. Vous avez utilisé le pouvoir de la voix qu'on vous a sagement confié pour devenir un voleur? Héros de Boetia, porteur de l'étoile d'Azura, je suis aussi l'oreille noire de la mare de la nuit. Vous avez utilisé le pouvoir de la voix qu'on vous a sagement confié pour devenir un assassin? Tueur de miracles, nouveau héros de Corberock et par extension de Morrowind, je fais partie de la garde de l'Aube, j'ai tué Archon, je porte l'arc d'Oriel. Vous avez réglé le problème de Miracle et des vampires avant de vous attaquer à celui des dragons? Ben ouais. Ouais. Il fallait pas? Enfant de dragon, je ne pense pas que vous réalisiez l'importance de la mission qui est la vôtre. Le sort du monde est entre vos mains. Mais il va très bien, le monde, si t'enlèves la guerre civile, les loups-garous, les cannibales, le reste des vampires, les petites attaques de dragons par-ci par-là. Bref, non, le monde va très très mal. Mais le fait étant que, si ça va mal à ce point-là, s'il était pour partir en fumée, ça fait longtemps que ce serait fait. Oh, parlez neuf, ne voulez-vous pas juste vous occuper d'Alduin une fois pour toutes? Ok, j'y vais. Rabat-joie. Donc c'est toi Alduin, le légendaire dieu surpuissant de la destruction. C'est pas gentil ça. Bon, Fusroda. Voilà, c'est fait. Déjà? Je vous l'ai dit, je suis surpuissant. Salutationalisation pour illustrer ces vidéos d'analyse du mal. Vous le savez, j'utilise beaucoup d'extraits des médiums que je critique et que j'analyse. Mais le fait étant que pour un jeu vidéo, il y a la question des droits d'auteur de la personne qui enregistre le gameplay. Vous me verrez donc utiliser divers extraits venant des diverses chaînes YouTube qui s'affichent présentement à l'écran. Soyez sûr d'aller les visiter et vous abonner pour voir des gameplays de qualité sur le monde de Skyrim. La plupart ont très peu d'abonnés et puis si avec mes vidéos je peux aider un petit peu à la visibilité, tant mieux. Sur ce, place une fois pour toutes à la vidéo. Salutationalisation et bienvenue à ce 34e épisode d'Analyse du Mal, l'émission où on parle des motivations et philosophies de nos méchants préférés. Le jeu vidéo, si en 2024 c'est un art qui n'a plus à faire ses preuves, on l'a très longtemps considéré comme un sous-art dans le monde du divertissement. La faute à quoi? À beaucoup de facteurs en fait. Ma théorie personnelle, c'est suite qu'au crash du jeu vidéo en 1983, Nintendo qui a commencé à commercialiser sa console, la NES, comme un jouet et non un jeu vidéo, a grandement influencé à cette espèce de petite honte de développer des jeux. On parlait pas d'une console de jeu à l'époque, mais plutôt d'un système de divertissement vendu principalement avec le fameux robot Rob. C'est ça, NES, N-E-S, c'est juste un acronyme pour Nintendo Entertainment System. Nintendo Entertainment System. Alors forcément à l'époque, le jeu vidéo, comme c'est un art encore très nouveau, eh bien on commence par un crash, c'est pas très winner. Le fait étant que Nintendo, qui aujourd'hui est sans contredit une des, si ce n'est la plus grande compagnie du monde du divertissement vidéo ludique, ils ont commencé en commercialisant des jouets. Ce qui vient donner une espèce d'idée comme quoi les jeux vidéo, c'est fait pour les petits enfants. Une image dont le jeu vidéo a encore du mal à se libérer 40
41 ans plus tard. Mais bref, on n'est pas là exactement pour parler de ça, malgré le fait qu'une histoire du jeu vidéo en général, voire sur le crash du jeu vidéo de 1983, ça pourrait être très intéressant. Soyez donc sûr de la réclamer en commentaire, et tant qu'être là, pourquoi ne pas vous abonner, activer la cloche, ainsi que laisser un like et un commentaire nous disant de quel autre sujet ou méchant on devrait traiter. Ça aide toujours énormément pour le référencement. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram pour avoir des teasers sur les futures vidéos sur lesquelles je suis en train de travailler, ou simplement pour supporter mes dessins et mes fanarts, dessins et fanarts que vous pouvez acheter dans mon Artpal, lien toujours dans la description. Mais bref, les jeux vidéo, si on se concentre uniquement sur le concept de scénario, les néophytes ont tendance à dire que les meilleurs scripts et développements de personnages, c'est pas dans les jeux qu'on les retrouve. Qu'est-ce qui va venir changer ça? On pourrait dire que c'est The Last of Us en 2013, un jeu acclamé pour son histoire et son développement de personnages, tout ce qui fait d'un film un bon film. Et le fait qu'on attribue ce changement aujourd'hui à The Last of Us, c'est très bien, ça reste un excellent jeu, ça reste un excellent morceau de média. Mais moi, j'ai une autre position sur la question. Dans les faits, Last of Us est simplement tombé dans l'œil autant du public spécialisé que du public lambda, comme cette espèce de jeu masterpiece qui est fait pour rivaliser, voire même égaler le cinéma moderne. Mais le fait étant qu'en 2013, ça faisait quand même très longtemps qu'on avait des bons jeux vidéo qui étaient story-driven, littéralement qui étaient conduits par l'histoire et où le scénario est l'attrait principal du jeu. On pense à Uncharted, à Assassin's Creed, à God of War, voire même à Jak and Daxter, mon jeu préféré de tous les temps, qui justement a été le détenteur de pas moins de 7 records du monde du jeu vidéo. Et beaucoup de ces records, ils tournent autour du fait que c'est un jeu avec une excellente histoire, avec des bons personnages, etc. Il me semble qu'à sa sortie, c'était de toute l'histoire vidéoludique, le jeu de plateforme avec le plus de cinématiques. Mais ici, on va aller une bonne décennie dans le futur et on va se concentrer sur 2011. Là où un jeu va sortir, un des, si ce n'est le jeu le plus important de sa génération. Un jeu qui, encore aujourd'hui, est une référence en termes de monde ouvert et de jeu de rôle. Je parle de Skyrim. Skyrim deviendra très vite une référence dans le monde du jeu vidéo. C'était une époque où monde ouvert était synonyme de liberté et non de saturation. Et surtout, c'est un jeu qui est devenu un classique presque instantané. C'est le 5e volet de la saga The Elder Scrolls qui, à lui seul, est sorti plus de fois et sur plus de plateformes que tous ses prédécesseurs mis ensemble. Et surtout, c'est un jeu qui est pas prêt de mourir parce qu'à chaque fois qu'une nouvelle génération de consoles, Bethesda s'obstine à vouloir ressortir Skyrim avec des meilleurs graphiques et des nouveaux fixes de bugs. Et du côté de Elder Scrolls 6, il a été annoncé en 2018 et c'est silence radio depuis 6 ans. Sachant donc en plus que depuis 2018, Skyrim est ressorti 2 fois. Une fois pour son passage au VR et une fois pour l'anniversaire des 10 ans. Et ça, c'était il y a déjà 3 ans. En fait, pour ce qui est de Valenwood, le prochain chapitre dans la saga Elder Scrolls, il est surtout victime du succès de Skyrim. Quand tu crées un jeu comme Skyrim, c'est-à-dire un jeu qui devient iconique, qui devient la référence en termes de open world, pour ne pas dire le meilleur open world de tous les temps, j'imagine pas le stress de l'équipe de développement qui doit écrire et développer la suite. Mais bref, c'est pas juste ça qui fait de Skyrim un jeu excellent. Son attrait principal, en plus d'être l'histoire et le roleplay, c'est la construction de son univers et de son lore. Lore qui passera toujours, veut pas, par l'antagoniste du jeu. Alduin, la divinité temporelle, le dévoreur de mondes, le dieu crépuscule, le premier dragon, l'apocalypse incarné et un des antagonistes de jeux vidéo les plus terrifiants de tous les temps. Les fans de Skyrim le savent, la quête principale qui mène jusqu'à la confrontation avec Alduin, c'est pas forcément la meilleure, mais il est difficile de nier l'impact culturel qu'a eu Alduin en tant qu'icône. Il est partout sur les fanarts du jeu, sur les arts officiels, il est probablement, avec le Dovahkiin lui-même, le symbole de ce qu'est Skyrim, à savoir un pays qui voit l'existence au crépuscule de son histoire, où le monde est en péril et où seules les actions humaines peuvent empêcher ce qui pourtant n'est que l'ordre naturel des choses. Je vous laisse donc encore une fois vous abonner ainsi que laisser un commentaire réclamant votre méchant préféré dans cette émission et je vous avertis, on va spoiler Skyrim, mais genre méchamment spoiler Skyrim, autant la quête principale que son lore. Soyez donc sûrs d'être à jour, maintenant que c'est fait, analysons le mal. L'histoire d'Alduin.
On va commencer par faire un petit peu d'histoire. Tamriel, le continent où se déroule l'action principale, et Nirn, la planète qui l'habite, possède énormément de lore. En fait, j'ai tendance à dire que sur Nirn, du lore, il y en a assez pour remplir le cursus d'histoire d'un petit pays. C'est pas rien. Ici, c'est donc bien sûr au pays de Skyrim, bord de ciel en VF, qu'on va s'intéresser, mais avant tout, on va s'intéresser à la naissance de l'existence. L'histoire de Nirn est divisée en plusieurs âges. On ne sait pas trop à quel âge est né Alduin, mais considérant le fait qu'il est considéré comme étant plus vieux que le temps lui-même, il est plus que correct d'assumer qu'Alduin était présent à l'âge de l'aube, c'est-à-dire l'équivalent du Big Bang dans cet univers. L'âge où furent créées certaines divinités comme Anu, le tout, et sorte de dieu de l'existence, et Padomé, divinité du chaos et du changement. À eux deux, ils étaient les divinités primordiales de cet univers. C'est aussi là que seront créés les royaumes, c'est-à-dire les différents domaines propres à certaines divinités, et c'est aussi là que vont naître les Aedra et Daedra. Les Aedra furent piégés par Lorkhan, le dieu de tous les mortels, à sacrifier une partie de leur existence pour créer le monde de Nirn, opposé aux Daedra, qui vient créer des mondes à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est les Aedra qui vont venir former le Conseil des Neuf, c'est-à-dire le panthéon religieux le plus important en Tamriel. On a Zenitar, le dieu du travail et du commerce, Stendarr, le dieu de la compassion et de la merci, Mara, la déesse de l'amour et de la maternité, Kinaret, la déesse de l'air, du ciel et des éléments, Julianos, le dieu de la logique et de la sagesse, Dibella, déesse de la beauté, Archaï, dieu du cycle de la vie et de la mort, des mortels et des rites funéraires, Talos, le dieu héros du genre humain, de la puissance, de l'honneur, principalement vénéré par les Nordiques, dont le culte est censé être proscrit à travers l'Empire pour des raisons de guerre civile. Et finalement, celui qui nous intéresse ici, Akatosh, le dieu dragon du temps et le chef du Panthéon. Toujours dans les ères qui sont considérés comme préhistoriques, on se tourne vers l'ère du Mérétique, ce qui en ancien nordique veut dire l'ère des elfes. On l'appelle aussi l'ère mythique. On l'appelle ainsi parce qu'à l'époque, Skyrim était habité par les elfes des neiges qu'on appelle les Falmeurs. C'est seulement quand un peuple va arriver depuis le nord de Bord-de-Ciel qu'ils vont coloniser cette terre, menant les Falmeurs à une quasi-extinction, les quelques restants se réfugiant dans les cavernes et évoluant pour devenir des monstres quasiment sauvages. Et bien sûr, les Nordiques, ils vont amener leur culture et leur culte avec eux. Un culte qui va venir vénérer certains animaux totems comme équivalence des divinités, comme par exemple le loup, le serpent, la mythe, et bien entendu, à la tête de ce panthéon, on aura le dragon. C'est comme ça que sera établi le culte du dragon, avec à sa tête Alduin devenant le grand dirigeant du pays d'Atmora, renommé plus tard en Skyrim. Ce panneau renvoie à l'époque où Alduin et le culte du dragon régnaient sur Bord-de-Ciel. Alduin, c'est pas n'importe qui. Il est connu comme étant le premier-né du dieu Akatosh dont j'ai parlé un petit peu plus haut, et aussi il sert en tant que son émissaire. Les relations entre humains et dragons sont relativement pacifiques, principalement dues à l'intervention des prêtres dragons, dont le rôle est de médiater cette dite relation. Mais malheureusement, plus le culte du dragon se répand en Tamriel, plus les prêtres dragons sentent devoir subjuguer les habitants du continent par la force à vénérer les dragons. Les êtres humains ne se laisseront pas faire, et les dragons ne vont pas les laisser faire, ne pas se laisser faire. C'est là que va éclater ce qui est encore aujourd'hui connu comme la guerre des dragons. Les humains se révoltent contre leur suzerain. C'est la célèbre guerre draconique. Un conflit opposant hommes et dragons avec Alduin comme tête de proue de la deuxième faction, qui règne en maître avec une main de fer, avec son second en commande, son petit frère Parturnax. Parturnax, il est dit dans le lore qu'il a connu des atrocités envers l'humanité, mais en voyant la futilité de cette guerre, lui et quelques-uns de ses frères dragons vont se rebeller contre Alduin. C'est eux qui vont apprendre aux humains comment utiliser le Tuhum en français, c'est-à-dire le pouvoir de la voix, le pouvoir des cris, c'est-à-dire le fait de crier certains mots en draconique pour être capable de lancer des sorts. Des mots qui se composent par groupe de 3, créant ainsi chaque cri du jeu. C'est ça qui va permettre aux humains non seulement de pouvoir rivaliser avec Alduin, mais surtout de goûter au pouvoir de ce que c'est que d'être un dragon. La partie drôle, c'est aussi que pendant l'ère du Mérétique, naîtront certains enfants. Enfants qui obtiennent le pouvoir à la naissance de crier comme un véritable dragon, comme si ce pouvoir était ancré en eux. Ces enfants en draconique, on les appelle des Dovahkiin, littéralement des enfants de dragon. Je sens la puissance du sang de dragon qui coule dans vos veines. Le premier connu étant Miraak. Miraak qui lui-même est un sujet fascinant, soyez sûr de me dire en commentaire si une vidéo sur lui vous intéresse.
Mais bref, donc, dans quel état est-ce qu'on retrouve Bord de Ciel? On a des gens très énervés contre les dragons, on a des dragons très énervés contre les gens. Et ces deux camps, ils ont appris à se crier dessus de toutes les manières possibles et imaginables. C'est donc à la Gorge du Monde que le combat se tiendra contre Alduin. La Gorge du Monde, c'est le point le plus haut de Skyrim. Il est dit selon certaines légendes que c'est ici que Kynareth a soufflé sur la planète pour y créer son écosystème et la vie en elle-même. Ces trois héros nordiques qui vont parvenir à créer le Fandragon, un cri qui est fait par les humains pour empêcher un dragon de s'envoler, même capable de l'interrompre pendant qu'il crache la glace ou le feu, devenant un des deux cris avec l'aspect draconique créé entièrement par des humains. Mais même handicapé par le Fandragon, Alduin est beaucoup trop puissant pour être détruit. Les héros vont donc devoir recourir à l'aide du Parchemin des Anciens. Le Parchemin des Anciens, ou le Elder Scroll en anglais qui donne son nom à la licence, c'est des objets surpuissants d'origine inconnue qui renferment un énorme pouvoir. Ici, c'est le Parchemin des Anciens en rapport avec les dragons qui nous intéressent, puisque ces héros nordiques vont utiliser sa magie pour envoyer Alduin des millénaires dans le futur. La logique étant qu'à cette époque, Alduin est invincible, mais dans 5000 ans, peut-être que quelqu'un aura trouvé une manière de s'en débarrasser. Sera ensuite érigé le mur d'Alduin, une construction faite par les hommes qui est fait pour dépeindre plusieurs prophéties, dont une en particulier. Mais un jour viendra quand les mensonges du dragon noir seront réduits au silence pour toujours. Et ce jour-là, Skyrim sera libéré de la vicieuse bouche d'Alduin, enfant de dragon, sauveur des hommes. Mais bien sûr, l'inévitable ne peut être évité. Longtemps après, dans la contrée de Skyrim en pleine guerre civile, un personnage bien important sera arrêté, on ne sait trop pourquoi. C'est votre personnage qui sera presque exécuté par les impériaux, le premier camp de la guerre civile, qui tente simplement de mater la rébellion des sombrages, qui pense que Skyrim devrait appartenir principalement aux Nordiques et non à l'Empire. Je viens de vous résumer la guerre civile au complet, tout le monde le sait, c'est probablement la pire quête principale du jeu. Bref, c'est sur le point de perdre la tête, littéralement, que vous verrez une forme apparaître dans le ciel. Alduin, finalement émergeant de son voyage temporel au-dessus d'Elgen, et le chaos provoqué par son attaque va empêcher les impériaux d'exécuter votre personnage. Vous parviendrez heureusement à vous enfuir et vous rendrez à Blancherive pour rencontrer le Jarl Balgruuf et lui raconter ce que vous avez vécu. Alors comme ça, vous étiez à Elgen? Vous avez vu ce dragon de vos propres yeux? Devons-nous continuer à croire en la solidité de nos murs contre un dragon? Des mesures militaires vont devoir être prises contre Alduin. Et ça tombe bien qu'on commence maintenant parce que des dragons, ils commencent à s'en ériger un peu partout en Skyrim. Parce que oui, entre-temps, les dragons, ils sont soit tous morts, soit les 2-3 qui restaient, ils se sont exilés loin du regard des hommes et ils vivent leur petite vie tranquille au sommet des montagnes. Notamment Parturnax, qui depuis vit une vie pacifique et veille sur l'ordre des Grisbarbes, des moines dont la mission est de guider les enfants de dragons dans son apprentissage du pouvoir de la voix. C'est après avoir tué un dragon qui attaquait la tour de ouest de Blancherive que votre personnage absorbera son âme et où il sera révélé que vous êtes bel et bien un enfant de dragon. Pour apprendre à maîtriser ce pouvoir, le Dovahkiin devra se rendre jusqu'au Haut-Rodgar, rencontrer les Grisbarbes, là où le pouvoir de la voix et l'histoire d'Alduin lui seront révélés. J'avais entendu parler des capacités de l'enfant de dragon, mais en faire l'expérience... C'est Maître Arnger, chef de l'ordre, qui l'enverra chercher la corde de Jörgen par le vent, qui a malheureusement été dérobé dans la grotte. C'est là que le Dragonborn fera la rencontre de Delphine, une des dernières représentantes de l'ordre des lames. Les lames, historiquement parlant, c'est un petit peu la force d'intervention anti-dragon en Skyrim. Delphine, en tant que telle, c'est elle qui va réaliser que les dragons qui attaquent Skyrim sont des revenants. Ce n'est pas simplement que les dragons reviennent, c'est qu'ils reviennent à la vie. Ils étaient morts, tués il y a des siècles par mes prédécesseurs. Quelque chose ramène les dragons à la vie. Vous la suivrez jusqu'au bosquet de Kin, là où vous verrez Alduin de vos yeux ressusciter un dragon et où vous le tuerez avec l'aide de Delphine. Après cet épisode, il est plus que temps de s'occuper de la crise des dragons et du dieu qui tente de détruire le monde. Vous vous rendrez donc au sommet de Skyrim pour y rencontrer Parturnax qui vous expliquera comment Alduin est arrivé à votre époque. Il vous faudra maintenant récupérer le Parchemin des Anciens pour apprendre le Fandragon et être capable de vaincre Alduin. Une fois chose faite, vous reviendrez à la Gorge du Monde et affronterez le Dragon Noir avec l'aide de Parturnax. Il est trop tard, Alduin. Vous et Parturnax, avec votre pouvoir combiné, réussirez à vaincre Alduin, mais malheureusement, lui s'échappera.
Il vous faudra donc capturer un de ses fidèles pour lui faire cracher le morceau et pour qu'il vous emmène voir son domaine. C'est à Blanche-Rive, dans la cour de Fort Dragon, que vous parviendrez à enchaîner Odahviing, qui acceptera de devenir votre allié en échange de sa libération. Il vous faudra donc embarquer avec Odahviing vers Skuldafn pour y retrouver le temple d'Alduin et son portail vers Sovngarde. Et là, ici, on a quelque chose d'assez particulier en termes de lore, parce que Sovngarde, dans le monde de Elder Scrolls, c'est un peu comme le Valhalla, c'est-à-dire que c'est un endroit où les héros tombés au combat vont aller manger leur festin pendant l'éternité. Bref, le portail, il ouvre cette dimension pour que vous et Alduin puissiez y exister de manière physique. Vous arrivez alors au temple, affrontez diverses drogueurs, ainsi qu'un prêtre dragon accompagné de plusieurs de ces mêmes créatures laissées dernières par Alduin pour garder l'entrée. C'est une fois tout ce monde vaincu, et n'oubliez pas de ramasser le masque du prêtre dragon, que vous pourrez finalement pénétrer en Sovngarde. Là, vous serez accueilli par Ysgramor, un des plus grands héros nordiques, qui vous apprendra que Sovngarde est en lui-même détenu en otage par Alduin. Notre porte n'a vu passer personne depuis qu'Alduin a posé son piège à âme ici. Vous et les trois mêmes héros ayant vaincu Alduin par le passé allez unir vos forces et forcer son brouillard à se dissiper, rendant Alduin vulnérable. C'est une fois ce dit brouillard dissipé que vous et les héros serez finalement libres d'en découdre avec le dieu de la destruction. C'est un combat sans merci qui s'ensuit jusqu'à ce que l'enfant de dragon parvienne à porter un coup fatal à Alduin, le réduisant une fois pour toutes à néant. Victorieux, vous pourrez retourner à la gorge du monde, là où les dragons libres du contrôle d'Alduin vous attendent et célèbrent leur libre arbitre retrouvé. C'était donc l'histoire d'Alduin. Il y a beaucoup de noms à retenir, elle est extrêmement complexe, et honnêtement, maintenant j'ai mal à la tête. Mais aussi important qu'Alduin, au sein à la fois de sa propre histoire et de l'histoire du monde dans lequel il évolue, on est en droit de se demander pourquoi est-ce qu'il est aussi peu présent? Pourquoi Alduin est aussi transparent? C'est très compliqué de définir c'est quoi un personnage en fiction, mais paradoxalement, c'est quelque chose d'assez intuitif. Le terme personnage en tant que tel, il vient de persona en latin, qui est simplement la référence à ces masques que portaient les acteurs de théâtre. Le personnage en lui-même dans le Larousse, il est défini comme une personne fictive, ce qui est extrêmement large comme définition. Si je dis qu'Alduin, j'ai de la misère à le considérer comme un personnage à proprement parler, de un, c'est parce qu'il évolue pas, il a pas vraiment de conflit, mais de deux, c'est aussi parce qu'il est ni détestable ni empathique. La question étant, donc, en 2024, dans cette ère où l'excellence est le nouveau médiocre, pourquoi est-ce que Alduin, qui n'est pas super profondément écrit et qui n'est pas super minutieux dans ses détails de caractérisation, on ne se rappelle pas de lui comme un mauvais antagoniste? Question plus large, comment est-ce qu'une figure aussi transparente qu'Alduin a pu devenir une icône du jeu vidéo pareil? Et oui, je vous entends déjà, c'est à cause du marketing, c'est parce qu'il est le boss final de la quête principale de Skyrim, mais les gars, réveillez-vous, on parle de Skyrim. Soyons honnêtes, la quête principale, elle est célèbre pour être pas mauvaise, mais aussi pour n'être la quête préférée de personne. Si vous êtes comme moi, en sortant d'Elgen, vous vous réfugiez directement vers Vendôme ou vers Faillaise pour faire beaucoup d'argent avec la guilde des voleurs et ou la confrérie noire. En termes de boss design, Alduin, même s'il a des pouvoirs uniques, ça reste un dragon comme vous en affrontez 70 autres en vous rendant d'un bout à l'autre de la map. Ces dialogues sont très intéressants d'un point de vue de lore, mais dans les faits, il dit surtout des trucs de méchants assez génériques. Et puis, comme tous les autres dragons ont à peu près le même parler, ça le rend pas unique. Même en termes de difficulté, Alduin est loin d'être le dragon le plus difficile à affronter du jeu. Alors qu'à bord, je rappelle que au pire, il est un demi-dieu, qu'il est littéralement le démurge et l'incarnation de la fin du monde, et qu'il est censé être le dragon le plus puissant de l'histoire de l'existence. On a donc réuni tous les ingrédients pour faire de Alduin un très mauvais personnage, voire au mieux un personnage oubliable. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Pourquoi? Parce que, à mon avis, cette écriture, elle est intentionnelle. Alduin, avant de le qualifier comme un personnage, j'ai tendance à dire qu'on pourrait le qualifier comme une framing device. Littéralement traduit, une framing device, on pourrait dire que c'est un objet d'encadrement. Une framing device au cinéma ou en littérature, c'est un morceau de l'histoire qui vient différer de l'histoire principale, qui apparaît de manière générale au début et à la fin. Ça peut être une manière d'ajouter du relief. La framing device, c'est très courant, qu'elle vient péter le quatrième mur, s'adresse au spectateur, et que c'est une personne qui va raconter l'histoire qu'on est sur le point de voir. Ça peut prendre énormément de formes, comme par exemple le marchand au début de Aladdin. On peut le qualifier comme framing device parce qu'il raconte l'histoire de la lampe, et je vous apprends peut-être quelque chose, mais dans le script original, il devait revenir à la fin, et ça aurait été révélé que c'est en fait le génie de la lampe qui ne faisait que raconter son histoire.
Pour Alduin, c'est plus complexe parce qu'en tant que tel, il raconte pas grand-chose aux spectateurs, mais son histoire à lui et la façon dont elle est racontée, elle vient d'ailleurs, de quelque part de beaucoup plus lointain. N'oubliez pas que ce mur devait servir de mémoire aux futures lames. Rien n'est laissé au hasard. Il est parfaitement, narrativement parlant, à l'image de ce qu'est Skyrim. S'il n'est pas, à proprement parler, le framing device de l'univers de Elder Scrolls, voire de Skyrim en général, il est 100% le framing device de la quête principale du jeu. Dans le sens que cette quête principale commence avec son retour, qu'elle est racontée de manière à ce qu'on comprenne que tout tourne autour de ce dernier retour et de lui-même, et surtout, elle finit avec sa fin. Mais ce qui devient particulier ici, c'est comment cette framing device et cette quête vient affecter le jeu en tant que tel. Est-ce que vous savez ce qui fait de Skyrim un excellent jeu monde ouvert? C'est le fait que ce open world, il n'est pas saturé. Ok, bien sûr, il y a des milliards de quêtes disponibles dans le jeu, mais jamais tu ne te sens obligé de les faire toutes et chacune. Si bien que moi, je dois avoir fait au-dessus de 15 personnages dans Skyrim, et à chaque fois que je rejoue, je découvre quelque chose de nouveau. C'est pas comme Hogwarts Legacy, je veux dire, regardez-moi ça, tout ce qui est sur la map, c'est pas du choix, ça, c'est de la saturation, c'est pas de la qualité, c'est de la quantité. Skyrim, son monde ouvert, te donne envie d'explorer. Il te donne envie d'en apprendre plus sur le monde. Et quand tu découvres une nouvelle quête secrète qui te donne de nouveaux objets surpuissants, c'est une récompense pour cette exploration. Et surtout, ça te donne une vraie liberté. Si tu veux être le héros des compagnons et sauver la veuve et l'orphelin, tu peux le faire. Si tu veux être un assassin au sein de la confrérie noire et devenir totalement chaotique mauvais, c'est aussi possible. Et de par cette logique, même si c'est assez incohérent, je trouve ça assez normal et même justifiable que Alduin n'affecte pas le jeu dans son ensemble. Dans les faits, dans l'univers, on s'en doute que les gens ont peur des dragons et du retour d'Alduin, et c'est même mentionné via quelques dialogues, comme la plupart des autres quêtes principales du jeu. Mais en termes de gameplay, ça ne vient pas interférer avec le reste de ton expérience. Pourquoi? Parce que la plupart des quêtes de Skyrim sont écrites indépendamment les unes des autres, avec quelques exceptions. Ce que Bethesda ont fait en rendant Alduin plus transparent, c'est sacrifier la cohérence de l'univers pour bénéficier au gameplay et à l'expérience des joueurs, ce qui est un choix, selon moi, tout à fait louable. Et encore là, sacrifier la cohérence, c'est un gros mot parce que je le rappelle, mais Alduin, il est à Sovngarde et il envoie des émissaires attaquer le Dovahkiin tous les 3 jours. Pour pallier à ce manque, on a des personnages comme Delphine ou Arnger, très proches de la main quest, qui feront énormément référence à Alduin et feront des recherches par rapport à sa localisation. On devine que les actions d'Alduin prendront éventuellement du temps à affecter Skyrim en tant que pays. Tant que le Dovahkiin, il l'a juste pas. Dans l'univers, arrêter Alduin, ça devient une véritable course contre la montre, même si, en tant que joueur, vous pouvez prendre votre temps et simplement vous amuser sur d'autres quêtes. Mais en tant que Dovahkiin, votre objectif est d'empêcher Alduin de nuire avant qu'il ne détruise le monde. Alduin, c'est donc, oui, en surface, un antagoniste assez transparent, mais en profondeur et surtout en termes de lore, il est la fondation sur laquelle est bâti le monde de The Elder Scrolls. Dans le sens où il est une pièce essentielle de l'énorme puzzle qui permet à cet univers de fonctionner. Et c'est là que la question du gameplay intervient. Quand on joue à un jeu vidéo, la cohérence de l'histoire ne devrait jamais l'emporter sur le gameplay. Pourquoi? Parce que le gameplay, c'est la base du jeu et c'est la base de si, oui ou non, vous vous amuserez en jouant. Par exemple, même si Skyrim, c'est un pays qui est censé être immense, relatif aux personnages, la map, elle ne fait que 37 km². Pourquoi? Parce qu'un RPG open world avec une map gigantesque qui est aussi grande que le pays qu'elle est censée représenter, de un, c'est beaucoup trop compliqué à coder et surtout, c'est beaucoup trop compliqué à rendre intéressant. Et cette absence d'Alduin, selon moi, elle est justement là pour cette raison. Pour ne pas saturer l'univers. Est-ce que vous imaginez à quel point ce serait chiant dans Skyrim si toutes les quêtes s'emboîtaient les unes dans les autres? Si à chaque fois que vous tentez d'obtenir un item que vous voulez vraiment, on vous dit non, va buter du dragon d'abord. Il y a des jeux qui fonctionnent comme ça, mais Skyrim n'en fait pas partie. Skyrim, c'est pas seulement le fait de choisir ton personnage, c'est le fait de choisir comment son histoire est racontée. Et surtout, dans quel ordre. C'est de choisir à quelle vitesse ton histoire progresse et c'est de choisir quelle quête faire et surtout quelle quête laisser derrière pour que ton expérience te fasse plaisir. Depuis tout à l'heure, je fais référence à Alduin comme l'antagoniste principal de Skyrim, mais le fait étant qu'on se souvient de lui simplement parce qu'il est l'antagoniste de la quête principale. Dans les faits, j'ai fait beaucoup de playthroughs où après Helgen, j'ai juste jamais revu Alduin parce que je suis allé faire autre chose et c'est tout à fait correct. C'est comme ça que Skyrim est pensé et écrit. Il est pensé pour que vous fassiez la quête principale,
que quand vous en avez envie. Pourquoi? Parce qu'avant tout, ce qui est intéressant chez Alduin au-dessus de la quête principale, c'est le lore qu'il vient amener avec lui. C'est pour ça que sa présence, mais surtout cette absence de développement, tourne autour du fait qu'il est un dragon multimillénaire. À ce point, son histoire n'évolue plus et ne demande qu'à être rétrospectivement racontée plutôt qu'écrite devant les yeux du joueur. On peut imaginer que si Alduin devait avoir un développement de personnage, c'est arrivé il y a très longtemps. Les événements de Skyrim sont moins qu'un battement de cils dans sa longue existence. C'est une fraction d'une fraction de milliseconde. Alduin, c'est un personnage qui, au-dessus d'être un personnage, c'est surtout une présence. Mais aussi en ayant un Alduin aussi absent, ça le déshumanise. Ça le vend parfaitement comme ce qu'il est, à savoir l'impitoyable destin d'un monde aux portes de la mort. En limitant les interactions avec lui, le joueur ne peut pas rationaliser ses actions, exactement comme un habitant de Tamriel. Pour Alduin, et quand on le prend hors contexte d'après la logique de notre vrai monde, c'est-à-dire quelqu'un qui joue à un jeu vidéo, il n'est qu'une force de la nature et de l'existence. Détruire le monde, c'est l'ordre naturel des choses pour permettre la naissance du suivant. Maintenant, prenez tout ça et mettez-vous à la place d'un habitant de Tamriel qui voit son monde réduit à néant. C'est tout de suite plus compliqué de parler de moralité noire ou blanche. Et cette dichotomie est présente en Alduin. Il est invisible parce qu'il n'a pas à se justifier, parce qu'il est une légende plus qu'une présence, une légende bien réelle qui n'apparaît pas au joueur, sauf s'il en a envie, parce qu'après des millions d'années à détruire des mondes dans un cycle infini, il n'a plus à prouver où se trouve son destin. Les ailes de la mort. Intéressons-nous donc ici à ce que Alduin représente, autant in-game que IRL. Il est avant tout une des forces primordiales de cet univers, de comment il fonctionne et du pourquoi du comment les dragons sont de retour. L'univers de The Elder Scrolls vit dans un cycle infini, il n'a pas vraiment de commencement ni de fin. Et ce cycle infini, c'est Alduin qui se trouve à sa base. Sans oublier qu'il est le moteur qui permet à l'histoire d'exister et d'être racontée. Je rappelle que le Dragonborn, l'élu tout-puissant de la prophétie, si Alduin n'était pas intervenu au début du jeu, il serait mort décapité, on n'aurait même pas su pourquoi. Le tout pour beaucoup de raisons qui, selon moi, peuvent être reliées à un seul fait. Alduin, avant d'être un personnage et une framing device, c'est aussi une personnification. Il est lui-même le premier-né d'Akatosh, qui est un dieu, et le dieu, en tant que tel, c'est une personnification d'un concept qu'on ne peut pas expliquer. Imaginez, on est il y a quelques millions d'années, vous êtes un Homo habilis, et puis vous voyez pour la première fois une éclipse solaire et il fait noir au milieu de la journée. Ouais, vous vous chiez dessus et vous trouvez une manière de le rationaliser. C'est à peu près comme ça qu'on a eu les dieux. En ce qui concerne Alduin plus précisément, moi j'aime le voir comme une personnification du concept de la mort. D'un, c'est le dévoreur de mondes, il est l'incarnation de l'apocalypse, et quand il passe, c'est pour venir détruire le monde. Déjà là, pour la mort, t'as gagné. Mais la mort en tant que telle, dans beaucoup de cultures et surtout dans beaucoup de médias, c'est pas vraiment une force du mal en tant que telle. Si on prend par exemple la mort dans le Chapoté 2, c'est surtout juste quelqu'un qui essaye de faire son travail. Une force neutre. Pas mauvaise, pas bonne, neutre. Mais dans cette optique, ce qui est très intéressant, c'est le chara-design d'Alduin. Une pseudo-critique sur Skyrim qui revient assez souvent, c'est le fait qu'on n'affronte pas vraiment des dragons, mais des wyverns ou des vouivres en français, dans le sens où les dragons, dans beaucoup de lore, incluant celui de D&D par exemple, c'est des créatures volantes à 4 pattes, et que les wyverns n'ont que 2 pattes. Et surtout, les dragons sont beaucoup plus larges et beaucoup plus puissants. C'est quelque chose qui est énormément reproché à Skyrim, un reproche avec lequel moi j'ai absolument aucun problème. Mais cette iconographie de la wyvern, le dragon à 2 pattes, ça vient servir le personnage d'Alduin. Regardez-le voler, il est un oiseau de proie géant, et moi je trouve qu'il ressemble énormément avec sa noirceur à la forme d'un corbeau. Le corbeau, c'est un animal qui est extrêmement associé à la mort. On l'associe à la mort principalement parce qu'on le retrouvait sur des champs de bataille qui venaient se repaître des vivres laissés par les hommes tombés au combat. Cette attitude de l'animal couplée à de la superstition traditionnelle de l'art médiéval et antique, c'est ce qui a défini le corbeau comme l'animal qui représente la mort. Tellement en fait que beaucoup de divinités associées à ce concept ont adopté son iconographie. Par exemple, Morrigan chez les Celtes, déesse de la mort et de la guerre, est toujours accompagnée de son corbeau
corbeaux. Il en va de même pour Odin, qui lui aussi est un dieu de la guerre et de la mort, selon les versions et traductions. La proximité avec cet animal me fait penser qu'Alduin est bel et bien une personnification de la mort, mais pas de n'importe laquelle. Alduin, c'est pas exactement la mort paisible et relaxe que t'obtiens à 85 ans après avoir vécu une bonne vie dans ton sommeil. Il est la mort dangereuse et impitoyable. Alduin, il finit des mondes à lui seul. Il fut un temps en Tamriel où n'importe quel jour où on ne le voyait pas passer au-dessus de nos têtes était un bon jour. Surtout à l'époque où il y avait une guerre contre les dragons et où on avait littéralement un dieu de la destruction et de la mort en tête de proue du camp adverse. Et ça, en tant que tel, on en a des traces historiques et surtout, on sait à peu près comment les êtres humains de l'époque ont dû y réagir. Retour sur la timeline. J'ai dit plutôt que les âges divisent la timeline de The Elder Scrolls, mais tous ces âges sont eux-mêmes divisés en deux méta-âges qu'on appelle l'ère préhistorique et l'ère moderne. L'ère moderne, c'est basiquement ce à quoi vous devez penser, c'est-à-dire une ère où des dates importantes sont arrivées qui nous a fait revoir le calendrier. C'est des mouvements politiques, des couronnations, des guerres, etc. Mais à l'âge préhistorique, ce qui est intéressant, c'est que, c'est pas de la préhistoire. Bon, ok, oui, ça l'est pour l'âge de l'aube, mais la deuxième moitié de cet âge, c'est-à-dire l'ère mérétique, l'ère où Alduin régnait sur le monde, c'est beaucoup plus complexe. Qu'est-ce qui différencie l'histoire de la préhistoire? C'est l'invention de l'écriture. L'écriture, c'est probablement l'invention la plus importante de l'histoire de l'humanité et c'est là qu'on a commencé à garder des notes sur ce qui s'est passé avant. C'est là que la préhistoire termine et l'Antiquité commence. En considérant le fait qu'on a des traces de l'âge mérétique, qu'on sait à peu près ce qui s'est passé et qu'on a des trucs comme le mur d'Alduin qui sont littéralement des œuvres d'art qui servent à dépeindre un certain niveau de prophétie, sans parler du fait qu'on les voit parler, on les voit presque même écrire à cette époque, l'âge mérétique a plus que certainement été documenté de manière manuscrite. Pourquoi alors, s'il y avait de l'écriture, considère-t-on cet âge comme de la préhistoire? Ma théorie personnelle, c'est que c'est à cause de ce que Alduin a amené avec lui. Il est dit qu'une fois Alduin envoyé dans le futur, son culte a été proscrit à travers Tamriel, que la seule façon de prier Alduin, c'était de prier pour ne jamais qu'il revienne. Je pense que, comme dans beaucoup d'instances quand on parle d'anciennes civilisations et d'anciens panthéons divins, c'est une question de propagande. Une propagande motivée à la fois par la peur et la colère envers Alduin. Une propagande qui vient du fait que les habitants de Tamriel étaient tellement terrifiés à l'idée qu'Alduin revienne que, sans le vouloir, ils l'ont refoulé et qu'ils ont soit détruit, soit scellé absolument tous les morceaux de médias et les données qui ont rapport avec Alduin. Par exemple, le mur d'Alduin en tant que tel, il est dans un temple qui ne peut être ouvert que par un enfant de dragon. Même enfant de dragon qui, selon ce mur, sa destinée est de vaincre Alduin. Tu croirais que c'est quelque chose dont absolument tout le monde se souvient, je veux dire, on deal quand même avec la fin des temps en tant que tel. Mais non, c'est un morceau d'histoire que la plupart de Tamriel a oublié et qui a été relégué au rang de préhistoire. Surtout quand tu considères que tout le monde le savait que c'était juste une question de temps avant qu'Alduin revienne. Le fait étant que les dirigeants de l'ère mérétique, ils ont juste considéré que le retour d'Alduin ne serait pas leur problème. Qu'en tant que tel, pour l'image de Tamriel et de ses dirigeants, c'était beaucoup mieux de se rappeler de la victoire contre les dragons plutôt que de se rappeler que un jour ils allaient revenir et c'est donc une autre civilisation qui va devoir terminer ce combat. Et cette manière de fonctionner autant dans l'univers d'Elder Scrolls que dans notre histoire, c'est pas quelque chose de si rare que ça. La propagande religieuse, c'est quelque chose que l'humanité a appris à utiliser très tôt dans son histoire. En fait, c'est quelque chose qu'on fait littéralement à chaque fois qu'on essaye de se taper les uns les autres sur la gueule. Un excellent exemple, c'est Toutatis, dieu très important du panthéon gaulois qui est souvent dépeint comme un dieu gaulois, c'est-à-dire qu'il est violent, sauvage et ivrogne, ce qui est quand même une figure très bizarre à vénérer. En tant que tel, certains historiens pensent que Toutatis était véritablement vu comme un héros un peu à la Héraclès ou même à la Superman, mais que c'est de la propagande romaine qui a décrédibilisé l'image de cette divinité et du panthéon duquel elle vient, simplement pour décrédibiliser l'image des Gaulois et donc les écraser plus facilement. C'est de la propagande qui vient de l'Empire romain et exactement qui dirige Tamriel à l'ère de Skyrim, c'est l'Empire de Cyrodiil, un empire qui est énormément inspiré au moins au niveau iconographie et fonctionnement
par l'Empire romain. Et même cette propagande en tant que telle, elle se trouve dans l'univers de Skyrim de la part de l'Empire envers le dieu Talos. C'est après sa mort que l'empereur Tiber Septime, qui a unifié Tamriel sous le joug de l'Empire, deviendra Talos, le dieu des humains mentionné plus haut, et son culte est proscrit sur papier parce que les hauts elfes ne pensaient pas qu'un homme pouvait devenir un dieu, mais il est très possible que dans l'univers de Skyrim, ce soit un coup de propagande de la part de l'Empire, qui interdit le culte d'une divinité priée principalement par ceux qui ont vaincu à la guerre. Et là, on parle juste d'un homme qui est devenu un dieu. Imaginez ce qu'un dieu primordial de la destruction et du chaos doit faire à l'Empire. Parce que c'est un petit détail, mais la guerre contre Alduin, à la base, c'est un coup d'état politique aussi. Alduin dirigeait littéralement le monde jusqu'à ce que les humains se rebellent et en est mort de suivre le culte du dragon. Donc forcément, c'est vu comme s'il avait été renversé. Après, tu m'étonnes qu'ils aient banni tout ce qui était culte du dragon. Pourquoi? Parce qu'en bannissant absolument tous les médias qui parlent d'Alduin et toutes les pratiques religieuses qui tournent autour de cette divinité, on fait de la place pour de nouveaux cultes, de nouvelles divinités, mais surtout de nouveaux ordres politiques et de nouveaux dirigeants pour Tamriel. C'est pour ça que je pense que tout ce qui a trait à Alduin a été banni en Tamriel pour que les nouveaux dirigeants du continent puissent régner à leur façon sans jamais qu'on en reparle. Et surtout, sans jamais qu'on se rappelle à quel point, avant le Fandragon, on se faisait éclater la gueule. Skyrim est ravagé par une guerre civile, mais si les deux points ont quelque chose en commun, c'est que autant l'Empire que les Sombrages prônent la force et la puissance. Une force et puissance autant politique que littérale. Ulfric Sombrage, s'il a tué le haut roi de Bord-de-Ciel, c'était pas juste pour prendre le pouvoir, c'est parce qu'il le considérait comme faible. Alors forcément, si la population au complet se rappelle via des morceaux de médias qu'un jour un dieu immortel reviendra pour détruire le monde et qu'on est totalement impuissant face à sa colère, c'est pas une super image ou une image très crédible de nos dirigeants. Mais encore pire dans cette optique, c'est la prophétie qui dit qu'une seule personne pourrait vaincre Alduin, le Dovahkiin. Une personne possède ce pouvoir. Il y a une personne dans le monde de Skyrim qui a le pouvoir d'empêcher la fin du monde. Et d'un point de vue politique, dépendamment d'où se trouve la loyauté de cette dite personne, est-ce qu'il sera contre l'Empire? Est-ce qu'il sera contre sa terre natale? Eh bien, c'est quelque chose qui peut faire énormément pencher la balance. Autant la balance au niveau de la guerre que la balance au niveau de la répartition du pouvoir. Dans une époque pré-impériale, Tamriel aurait donc, selon cette théorie, banni tout souvenir d'Alduin dans la limite du possible, le faisant passer pour un ancien dieu déchu, voire comme une légende. Le tout pour garder le contrôle politique et surtout pour ne pas paraître faible devant la menace qu'il est réellement. Ce qui est très paradoxal parce que dans un sens, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'Alduin est une figure du mal? Salutationalisation, je tiens à vous rappeler que si vous souhaitez interagir avec moi, Instagram est le seul réseau social que j'utilise vraiment. J'y poste non seulement régulièrement mes dessins numériques, mais aussi des teasings pour les futures vidéos. Et si jusque-là vous aimez ce que vous voyez, ce dont je ne doute absolument pas, je vous redirige donc soit dans ma bio, soit dans la description de la vidéo vers ma galerie Artpal. De là, vous pourrez commander une de mes œuvres pour embellir votre chez vous. Choisissez simplement votre œuvre favorite parmi la très vaste sélection disponible. Choisissez ensuite votre support, du cadre à la toile, passant maintenant même par l'impression sur métal, et supportez mon travail tout en ayant droit à une œuvre que vous appréciez particulièrement directement sur le mur de votre chambre ou de votre salon. C'est grâce à vous, le public, si je peux continuer de faire ce que j'ai envie de faire par passion, et je suis hyper content de pouvoir finalement vous offrir quelque chose en retour. Visitez donc la description de la vidéo pour y retrouver les liens vers Instagram et Artpal. Sur ce, revenons à nos moutons. L'alpha et l'oméga. Alpha et oméga, respectivement la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. En théologie, la science qui étudie les mythes et les religions, alpha et oméga, c'est aussi un symbole qui est donné à certaines divinités qui se trouvent à la base de la création, mais aussi à la base de sa fin. Des divinités qui ne sont pas vues comme forcément mauvaises. Le mal n'est pas forcément le mal en théologie. Pensez-y, dans la plupart des mythologies, la mort est vue comme quelque chose de naturel. C'est pas une force du mal, c'est juste qu'elle est très effrayante. Entre-temps, dans l'univers de Nirn, c'est montré plusieurs fois que la mort n'est pas en soi quelque chose à craindre. Les âmes des guerriers tombés au combat se réincarnant à Sovngarde, par exemple, là où un festin les attend. Et oui, après, il y a le cairn de l'âme, que ça, c'est juste un destin horrible. Mais le fait étant que la mort n'est pas la fin. Et ça, on le sait dans l'univers de The Elder Scrolls. Et surtout, c'est quelque chose de naturel, voire quelque chose de glorifiant. Rappelez-vous, c'est quoi le cri de guerre des Nordiques? C'est la victoire ou Sovngarde. La
mort est essentielle au bon fonctionnement de l'existence. Et ça, on peut le relier à quelque chose que les Nordiques disent sur leurs dieux. Certains cultes au nord de Tamriel disent que les dieux en eux-mêmes sont aussi cycliques que l'existence elle-même. Dans le sens où quand un cycle se termine et qu'un nouvel univers naît, les dieux renaissent avec lui. Si les Nordiques ont raison là-dessus, ben ça ouvre deux possibilités sur Alduin. De un, soit Alduin meurt et renaît à chaque cycle, ce qui fait qu'il est lui-même aussi prédestiné à la destruction qu'il est possible de l'être, soit Alduin se souvient. Alduin est toujours le seul à survivre à la fin du monde et à son commencement, revivant encore et encore le pattern, ce qui est une existence assez triste. Mais dans les deux cas, ça vient mettre Alduin dans une certaine position, à savoir avant d'être un méchant, avant d'être un dieu, c'est surtout une force inarrêtable de la nature. Parce que dit comme ça, s'opposer à Alduin et l'empêcher de dévorer le monde sauvant des milliards de personnes, c'est très bien, c'est le bien qui triomphe sur le mal, mais en le faisant, on empêche le prochain univers de naître, et là, c'est tout de suite plus gris moralement. En tant que tel, ce concept de vie, de mort et de renaissance de l'univers, il porte un nom, on appelle ça le Kalpa. Le Kalpa est une existence, et à sa fin, le monde renaît dans une nouvelle ère de l'aube. Idée très ancrée dans la spiritualité du peuple rouge-garde, entre autres. Même les Nordiques, en tant que tels, pensent que le monde est aussi cyclique que les dieux eux-mêmes, disant qu'il est possible que toutes les divinités de Skyrim meurent quand Alduin termine une création et qu'ils renaissent avec ce nouvel univers. Et on est sûr de rien par rapport à ça. On ne sait pas combien de fois l'univers a été détruit, on ne sait pas combien de fois il est revenu à la vie, parce que le fait étant que tout ce qui existait n'existe plus et n'a même jamais existé. Il est dit qu'il y a des exceptions, que certaines entités sont capables de survivre à la fin de l'univers et à sa renaissance. Mais même ça, on n'en est pas sûr, parce que c'est plus des croyances nordiques que des vrais faits avérés comme l'existence des dieux. Tous sauf un. Alduin, qui, selon cette logique, est la seule source véritablement crédible sur comment fonctionne l'univers. Pourquoi ça? À cause du mur d'Alduin, une construction vieille de plusieurs milliers d'années qui vient dépeindre plusieurs événements clés de l'histoire de Tamriel. C'est peut-être même l'objet le plus important de l'histoire de The Elder Scrolls, considérant que Bethesda eux-mêmes l'ont fait refaire et exposer dans leur bureau. Le point étant que ce mur précède tous les jeux Elder Scrolls, même Elder Scrolls Online, et qu'il fut érigé justement pour pouvoir dépeindre le lore des dragons. On y retrouve la guerre des dragons, mais aussi la tombée du tribunal dans Morrowind, l'ouverture des portes d'Oblivion dans Elder Scrolls 4, et autant le retour d'Alduin que la guerre civile qui a ravagé Skyrim. Et parmi ceux qui ont construit ce mur, on retrouve aussi les ancêtres de ce que deviendront les lames. C'est là que la question de Alduin et sa place dans tout ça entre en jeu. Comment est-ce que les constructeurs de ces murs peuvent savoir quoi que ce soit sur l'avenir? Surtout quand tu considères que les jeux Elder Scrolls te laissent une énorme liberté sur comment bâtir ton histoire. Ma théorie étant qu'un être assez puissant qui a un certain pouvoir sur le temps doit savoir ce qui s'en venait. Et cet être, je pense que c'est Alduin. Je pense que toutes ces prophéties, on les doit à l'ère du mérétique et que c'est Alduin qui les a passées à l'humanité. Pensez-y, pour une prophétie, ça prend des prophètes. Et pour des prophètes, ça prend un dieu à vénérer. Dieu qui, ici, était Alduin à une époque. Il est donc plus que possible que ce qui est exposé sur le mur d'Alduin, ce soit en partie des dogmes et en partie des prophéties émises par les adeptes du dragon noir de l'époque. Alduin, il a toujours su où s'en allait l'existence. Il a toujours su que son destin était de mourir aux mains du Dovahkiin. Ça prend encore plus de sens quand tu sais que pendant l'ère du mérétique, on avait déjà Miraak et que Hermaeus Mora, un des Daedra les plus puissants, était une énorme menace contre les dragons. Il est celui qui apprend à l'enfant de dragon à contrôler les dragons comme le peut Alduin. Il est même capable de renforcer nos cris draconiques. C'est selon moi pour ça qu'Alduin est devenu aussi impitoyable et tyrannique avec les humains. C'est parce qu'il était pleinement conscient de la menace qui planait au-dessus de lui. Depuis tout à l'heure, je fais référence à Alduin comme étant un dieu, ce qui, selon notre perspective humaine, est plus que correct. Mais dans les faits, selon Parturnax, lui et d'autres dragons l'ont trahi justement parce qu'il prenait la grosse tête et parce qu'il réclamait le titre de divinité à tort. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que selon les légendes du Vieux-Nord, c'est Kin, elle-même la déesse des hommes, qui a ordonné à Parturnax de se rebeller contre Alduin. Et là, je pense que vous me voyez venir. Si Alduin ne faisait que son travail en tant que tel, pourquoi l'intervention d'une déesse des hommes aurait été nécessaire? Parce que Alduin a dévié
du chemin qui lui était tracé. Jusque-là, c'est quoi nos informations? On sait que la tombée d'Alduin, c'est quelque chose qu'il était probablement au courant depuis très longtemps. Et on sait que de dévorer et de terminer l'existence pour en commencer une nouvelle n'est que l'ordre naturel des choses. Mais par contre, c'est pas ce que Alduin a fait. Alduin, il a surtout pris le pouvoir comme un mégalomane assoiffé de puissance. Selon les légendes, il aurait même manipulé le temps pour que absolument tous les adultes de Tamriel reviennent à l'âge de 6 ans, simplement parce qu'il le pouvait. Tu sais, après on parle de grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Non, Alduin, il était ivre de pouvoir. Cependant, prendre le pouvoir de cette manière, c'est jamais quelque chose qui a été une des tâches d'Alduin. Lui, son rôle, c'est de vérifier quand le monde est arrivé à terme, de le dévorer et de faire la place pour le suivant. Ce qui est à la fois terrifiant et horrible de la part d'Alduin, c'est un être qui est doté d'un libre arbitre, mais qui ne peut techniquement pas l'exercer parce qu'il est victime de son propre destin. Et si les Nordiques avaient raison, si les dieux mouraient avec le monde et renaissaient, ça impliquerait que Alduin pourrait être le seul qui survit bien à la fin du monde qu'il a causé. Et parce qu'il est aussi censé être celui qui tourne la page, il doit la subir encore et encore. Ou tout du moins, il doit se souvenir de ses incarnations précédentes, sinon je ne vois pas comment on pourrait avoir toutes les prophéties d'Alduin. Ça ou encore pire, Alduin voit l'avenir et il sait que c'est inévitable. Il a beau tenter par tous les moyens détournés de changer son destin, il n'en est pas capable. Condamné à regarder la fin de l'univers arriver encore et encore, n'étant qu'un outil qui se rebelle au milieu de ce manège qui dure depuis bien avant l'aube des temps, mais aussi étant à l'origine de cette catastrophe comme une sorte de représentation nordique du concept de diable ou de mal à l'état pur. Je pense ne rien vous apprendre si je vous dis que Skyrim est énormément inspiré par la mythologie scandinave. Et Alduin en tant que tel s'est relevé sur le wiki qu'il fait penser à Nidhogg, le dragon serpent se trouvant à la base de l'Yggdrasil, qui tente de ramener le cosmos à un état de chaos avec l'aide de sa cohorte reptilienne. Certains historiens classent même ce dragon comme un des géants des mythes norrois, géants qui, vous le savez, ne sont pas tout à fait des géants. La traduction plus fidèle serait en fait dévoreurs. Dites-moi si ça vous rappelle pas un certain dragon noir. Tout ça pour dire que Alduin en tant que personnage, c'est surtout une question de libre arbitre, de désir et de choix versus son rôle dans le cosmos. Ce qui colle exactement à ce qu'est Skyrim. Qu'on le veuille ou non, même si chaque quête peut avoir des fins alternatives, globalement c'est toujours le même scénario. Et quand il y a des choix à faire, il y a un choix canon à l'univers de Elder Scrolls. Un choix canon qui vient influencer sur le futur de ce développement. Alors tout comme Alduin, les joueurs de Elder Scrolls ne sont pas maîtres de leur destin. Ils ne sont que maîtres du rythme auquel leurs aventures s'enchaînent. En regardant tout cela, on peut se mettre à réfléchir, se poser des questions et surtout se demander si, à la place d'Alduin, nous ne serions pas, nous aussi, devenus une incarnation du mal. Wow, bon, alors Alduin et l'univers Elder Scrolls, je vous cache pas que c'était un bon morceau de mythologie à apprendre. Pour son alignement, donc, Alduin, considérant le fait qu'il est une pièce importante de l'équilibre du cosmos et qu'à la base, il fait juste ce pourquoi la nature l'a programmé et qu'il est lui-même une force de la nature, je vais l'envoyer à chaotique neutre avec un bon penchant chaotique mauvais. Soyez sûr d'argumenter en commentaire. Sur ce, mes amis, vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo ou vous pouvez cliquer juste là pour voir une autre analyse du mal sur un autre personnage de jeu vidéo très populaire. Dites-nous en commentaire de quel autre méchant on devrait parler. Tant qu'à être là, pourquoi ne pas visiter notre Artpal et notre Instagram dans la description, sans oublier de vous abonner et d'activer la cloche au passage. Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus amples explorations de notre omnivore.